Étant dans la crypto depuis plusieurs années maintenant, je n'ai pas la science infuse, mais je commence à connaître 2-3 choses sur les market makers et les institutions. Les élections présidentielles américaines sont dans quelques heures maintenant, donc parlons de tout ça, c'est parti, c'est parti. Alors on commence tout de suite bien évidemment avec le Bitcoin. Et oui, on est à la veille des élections américaines, pour nous en tout cas, heure française. Je te rappelle que les élections US, ça sera pour nous heure française demain matin. Actuellement on est à 67 500, mais ce que j'aimerais te partager, c'est que cette semaine, tu le sais, je vais pas te le répéter 1000 fois, il y a les élections américaines. Mais il y a aussi le FOMC qui va tomber du coup jeudi à 20h heure française et on aura la décision de la Fed sur les taux d'intérêt américains qui sera 19h, donc le même jour jeudi, et normalement le marché s'attend à avoir une petite baisse des taux. Comme tu le sais, les États-Unis ont eu des résultats sur les créations d'emplois qui étaient vraiment pas ouf la semaine dernière, et donc ça amènerait à penser que la Fed devrait pivoter à minima avec une baisse de 25 points. Dans tous les cas, il va falloir relancer l'économie, et bizarrement ça tombe aux élections américaines, et tu le sais qu'historiquement, lorsqu'on a des élections américaines, sur le moyen long terme, ça part en flèche. Je vais pas te dézoomer encore une fois, allez, je te le fais parce que je suis gentil, je te le remonte une nouvelle fois. Voilà, chaque barre bleu clair, du coup, c'est les élections américaines. Là, on est à l'échelle de 1 mois. Chaque chandelle, c'est 1 mois. Comme tu peux le voir, à chaque fois qu'on a une élection américaine, peu importe le candidat démocrate ou républicain, à moyen terme, ça monte. Ça l'a fait en 2020. Ça l'a fait aussi en 2016. Si tu zoomes un peu plus, pam, 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 là, c'est encore plus violent. 2012, patin, coup fin. Pour le Bitcoin, on n'a pas plus d'historique. Mais étant donné que le Bitcoin est un risk-on, il est très corrélé au S&P 500, au Nasdaq. Et donc, si tu regardes la même chose sur le Nasdaq et le S&P 500, en général, c'est toujours pareil, ça up derrière. À part lorsqu'il y a une récession, comme on a eu par exemple en 2008. En revanche, sur la miniature, tu as pu voir une petite boule de cristal. Voilà, je suis pas vraiment un devin, je suis ni un druide, ni Panoramix, ni qui tu veux. Mais là, c'est juste de la lecture graphique. Élection américaine, derrière, il y a un nouveau président qui essaie de faire un nouveau programme politique et forcément, il va faire en sorte de réindustrialiser le pays. Du moins, c'est ce qu'il devrait faire. Et je te l'ai dit, le Bitcoin est corrélé à la bourse internationale, au Nasdaq, au S&P 500. Du coup, si on va voir par-delà le S&P 500, actuellement, là, tu peux voir une charte où on est en daily. Et si tu regardes un petit peu, tu peux voir que on n'est pas venu retester notre fucking ligne de coup. Et honnêtement, j'aurais préféré qu'on crache un peu plus ces derniers jours pour qu'on fasse une élection américaine et potentiellement une crachouillette et puis qu'on reparte vers le nord, tu vois. Moi, je suis bullish, ok, à moyen terme, long terme, j'ai mes convictions pour la crypto-monnaie, le bull run, je t'en parle souvent, mais je pense qu'on ne peut pas laisser un gap derrière nous. En tout cas, statistiquement, c'est très rare qu'on ne vienne pas retester la ligne de coup avant de repartir, qu'on revienne s'appuyer en fait sur un support pour faire un bon saut vers le nord, tu vois, qu'on explose bien vers le nord. Donc un scénario qui pourrait être envisageable à l'approche des élections qui arrivent maintenant dans quelques heures, ça serait d'avoir justement un petit pump sur le S&P 500 et les marchés. Pourquoi pas pour aller combler ce petit gap qu'on a laissé derrière nous, pour laisser entrevoir du coup une hausse de tout le marché traditionnel et du Bitcoin bien évidemment, et avec une élection présidentielle derrière qui calme les ardeurs avec un bon sell the news. Donc avec ce scénario là, on pourrait transiter voilà juste avant les élections, pourquoi pas revenir toucher le gap CME et ensuite repartir, bam, toucher notre bonne vieille ligne de coude de notre W daily, même weekly j'ai envie de te dire, pour ensuite repartir. Et là, ça serait plus sain. Et tu te doutes bien que si le S&P 500 commence à corriger et qu'on revient taper la ligne de coup, au point où on est actuellement au moment où je te parle, ça nous fait une baisse d'à peu près 1%. Ok. En revanche, avec le scénario dont je t'ai parlé où on viendrait combler le gap, ça nous ferait une baisse de 2,72%, donc l'équivalent de 3%. Une baisse de 3% sur le S&P, imagine ce que ça peut faire sur le Bitcoin. Ça peut être vraiment significatif. Donc là, number one. Ensuite, number two, c'est le Fear and Greed Index. Alors le Fear and Greed Index, en fait, c'est l'indexation qui permet de mesurer le sentiment des investisseurs dans le Bitcoin, s'ils sont plutôt en peur ou alors s'ils sont plutôt cupides et plutôt confiants si tu veux. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on regarde cet index, si tu veux, le Fear and Greed Index? Parce que en fait, ça permet de voir à quel point les gens ils sont bullish. Et du coup, quand les gens sont bullish, quand la masse est bullish, les traders qui ne sont pas professionnels vont avoir tendance à mettre des leviers, à mettre des longues et du coup à s'exposer au marché en tant qu'investisseur confiant vers une potentielle hausse du Bitcoin.
Est-ce que tu me suis? Et donc bien évidemment, dans ces situations-là, les market makers vont se faire un plaisir de venir récupérer la liquidité de ces gens-là. Pour revenir sur le Bitcoin qui lui justement est sorti de son range, de son canal baissier qu'on a fait maintenant depuis plusieurs mois, ça a rendu les gens accros à la crypto-monnaie, ça les a rendus accros à l'argent facile parce que ça fait plusieurs semaines qu'on a des bons signes, ça fait plusieurs semaines qu'on a des beaux W weekly des familles avec un RSI qui est plutôt cool. Et donc les traders débutants se disent ouais voilà j'ai un W sur le RSI, le Bitcoin m'a fait un beau W, ligne de coup, papa, je mets en levier. Grave erreur parce que du coup les market makers savent très très bien que vous êtes bullish et que vous êtes en levier parce qu'ils ont les yeux sur tout. Et eux du coup ils vont venir se positionner à contre-courant. Donc ça c'était le numéro 2. Numéro 3, c'est vis-à-vis des ETF Bitcoin. Alors là, tu es en train de te dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous pondre, le Jérémy? Donc les gars, pour ceux qui n'étaient pas là, les ETF Bitcoin ont été approuvés le 10 janvier. Du coup, je t'ai marqué le 10 janvier, du coup, avec cette petite ligne verticale, juste ici. Ok. Si on regarde ce qui s'est passé, alors, on va cacher ça. On peut voir que on avait une première hausse du coup qui s'est déroulée en décembre. Du coup, c'est une saisonnalité qui est hyper bullish pour le Bitcoin et la crypto-monnaie. Et ensuite, quand on a commencé à approcher du coup la date butoir pour l'approbation des ETF Bitcoin, tout le monde était quasiment sûr certain que ça allait passer. Et donc le marché il réagissait bien, il nous faisait de beaux W. On était en daily, on voyait ça, on se disait ouais putain c'est trop bien, c'est un truc de ouf. On arrive à l'approbation des ETF. Les ETF sont approuvés. En une seule journée, boum, on passe de 44 000 à 49 000. Donc on a fait un gros bond, on a pris 10%. Le lendemain, très bien, on reste aux alentours, on reste à 49 000. Et puis ensuite, on descend, on est descendu gros à 38 000 $. Donc c'est pour te dire, c'est qu'en fait, on a connu clairement un sell the news. Là, tu as l'exemple typique du sell the news. Tu as une nouvelle qui est hyper bullish, que tu sais qu'à moyen et long terme, ça va être hyper bon pour la crypto-monnaie, parce que voilà, ça apporte énormément de liquidité, et on l'a vu hein, avec BlackRock, avec Fidelity, avec Vanek, etc. Mais à court terme, les gens ils mettent des leviers, donc forcément ils s'exposent trop au marché et les market makers ils ont juste un intérêt, c'est de venir récupérer cette liquidité. Et c'est juste en fait mécanique quoi. Et puis ensuite on a bel et bien démarré notre premier rallye haussier qui nous a amené jusqu'en mars à 74 000. Et pour faire le lien avec ce que je t'ai parlé tout à l'heure du Fear and Greed Index, on va aller le voir justement à cette période de temps. Comment est-ce qu'il était? Comment est-ce que le sentiment des gens était à l'approche de l'approbation des ETF Bitcoin? Et on va chercher le 10 janvier 2024. Donc c'est pile poil ici. Voilà, donc c'est ce petit amas que tu peux voir là. Et donc tu peux voir que du 2 janvier jusqu'à l'approbation des ETF le 10 janvier, on était au-dessus de la barre symbolique des 70 du Fear and Greed. Donc les gens étaient hyper bullish. Et c'est sûr, hein, comment ne pas l'être? À moyen terme, long terme, les gars, c'est un truc de fou, tu vois. Et donc tu te doutes bien, hein, si je te montre ça, c'est pour faire la corrélation avec ce qu'on est en train de vivre actuellement. Et là, comme tu peux le voir avec les belles courbes qu'on a eues, les beaux W dont je t'ai parlé tout à l'heure, depuis le 16 octobre, on est au-dessus de 70 en daily. Chaque jour, on a une cupidité qui est au-dessus de 70 et on n'a toujours pas brisé notre sommet historique. Donc de mon côté, ce que je pense, c'est que si le bull run il y a, et mes convictions, tu les connais, hein, je pense qu'il sera là au moyen terme, avant de partir définitivement en bull run, je pense qu'il y aura une petite chandelle qui va mettre du sang dans les rues. C'est toujours comme ça qu'on permet de mettre les gens sur le côté, de les dégoûter complètement de la crypto, comme ils ont très bien réussi à le faire ces derniers mois. Hein. Et le fait que le sang coulera dans les rues, ça donnera aussi des super prix, des super opportunités fantastiques sur les altcoins et le BTC, aux institutions, à BlackRock, aux grands, aux baleines, etc. Et on l'a vu avec l'or, hein, ça fait maintenant plusieurs jours que je te parle de l'or, de la similitude qu'il y a entre le Bitcoin et l'or. On avait un canal aussi avec l'or, on l'a brisé vers le nord et on est rentré dans le range. Donc voilà, à titre spéculatif, personnellement, ça n'engage que moi. Hein. Je vois bien un scénario où on viendrait affoler la toile, on commence à monter un petit peu, on descend, voilà, on fait des petites corrections, du cinéma, du théâtre. Et puis d'un coup, voilà, on repart au sommet historique. Et là, tout le monde est hyper bullish, tout le monde est greedy. Et à ce moment-là, bam, on réintègre le range. Et là, violemment, pour vraiment liquider tout le monde. Et à ce moment-là, on pourrait repartir tranquillement dans notre petit bull run.
c'est plus un scénario que j'envisage. Concernant les zones de repli éventuelles, dans un premier temps, on aurait toute cette imbalance à venir récupérer avec une première étape à 65 500. Donc voilà, si on commence à repartir vers notre sommet historique et puis ensuite on fait une correction pour affoler tout le monde où on vient sur cette zone hyper stratégique aux alentours des 64 000, là, forcément, ça ferait une correction de 15%. 15% sur le Bitcoin, gros, je te laisse imaginer ce que ça fait sur les altcoins. Donc, à ces moments-là, on pourra avoir potentiellement les dernières opportunités avant de commencer notre bull run. Donc ça, ce serait la première étape, le premier step. Ensuite, voilà, si on reste dans ce scénario, dans cette scène de théâtre où on monte à l'ancienne ATH et qu'on fasse une correction un peu plus profonde, la prochaine étape, selon moi, ça serait de venir récupérer les 60 000. Voilà, cette zone-là. Et là, ce que je suis en train de te dire, si ça se produit, ça va pas se faire en quelques heures. Ça risque de se faire en quelques jours, voire peut-être en une semaine, on sait pas trop. En plus, il y a le FOMC qui va tomber cette semaine. Donc, il y aura des raisons pour que le marché monte ou descende. Tu vois ce que je veux dire? Dans tous les cas, je te ferai une vidéo dans laquelle je te parlerai justement des annonces économiques et du rôle très important, très crucial qu'elles peuvent avoir durant un bull run. Ça peut nous permettre justement de nous positionner et de potentiellement de se hedger lorsqu'on sera en bull run. Mais on n'y est pas encore. Dans tous les cas, pour l'instant, on a des élections américaines. Et typiquement, tu vois, ce deuxième arrêt, il n'est pas complètement idiot parce que voilà, ça fait une baisse de 20%. Et pour l'annonce des ETF Bitcoin, on avait eu une chute de 20%. Lorsqu'on était passé des 49 000 à 38 000, ça faisait l'équivalent de 20%. Donc, c'est pas inenvisageable. Et en plus de ça, ça nous enlèverait pas notre tendance haussière dans le sens où notre dernier précédent bottom était à 59 000. Du coup, on serait au-dessus et ça pourrait permettre au marché de repartir toujours dans une tendance haussière. Si on vient dans ces zones-là, les gars, c'est pas la fin du monde. Ça va faire très très mal au portefeuille, je te l'accorde. Je te recommanderais de ne pas regarder ton portefeuille d'ailleurs à ces moments-là. La meilleure chose à faire quand tu as des flash crash comme cela dans une tendance haussière, en plus pré-bull run, mec, si tu as de la liquidité qui est fraîche, c'est potentiellement de rentrer sur des altcoins qui sont de très bonne qualité. Sur Bitensor, sur FED, sur Akash Network, sur Ender, je t'en parle régulièrement dans les narratifs qui sont à la mode. Primo. Secondo, si tu es full investi dans la crypto-monnaie et que tu ne peux pas te permettre de réengager de la liquidité fraîche, la meilleure chose à faire, c'est de fermer ton écran. Si en plus tu es nouveau, gros, c'est pas le moment de faire des conneries. Ce que je vous dis là, je peux me tromper, ok, j'ai pas la science infuse, mais je te parle vraiment de mon passé, de mes expériences. Et l'atmosphère qu'on est en train de vivre avec le sentiment hyper bullish, c'est ce que ça m'évoque. Et je prends des risques à te dire ça d'ailleurs. Et pour revenir plus spécifiquement sur les élections américaines, en fonction du président qu'on aura, dans tous les cas, je pense qu'à moyen long terme, ça ne changera rien, que le bull run sera hyper fou. Dans tous les cas, c'est vrai qu'avec Trump, on aura plus de spéculation, on aura plus de hype si tu veux, mais le Bitcoin, il va toujours faire son cycle comme il a déjà fait dans le passé. Et d'ailleurs, comme tu peux le voir, Kamala Harris, elle aussi, elle promet qu'elle soutiendra l'industrie crypto. Elle est en train de se gargariser, de se faire des perfusions de Bitcoin, là. Donc Trump est pro-Bitcoin, Kamala Harris est pro-Bitcoin. Dans tous les cas, il y a une odeur de sell the news là, tu vois, ça pue. Ensuite, pour appuyer un petit peu mes propos sur ce que je t'ai dit vis-à-vis du potentiel sell the news qu'on pourrait avoir à l'issue des élections américaines, comme tu peux le voir, là on est sur les adresses de Bitcoin qui détiennent énormément de BTC et qui sont classées parmi les top 100 des adresses les plus riches en Bitcoin. Et comme tu peux le voir, on a pas mal d'adresses qui se déchargent du Bitcoin depuis maintenant plusieurs jours. On a le quatrième plus gros détenteur de BTC qui a vendu 7150 Bitcoin ces 30 derniers jours. C'est énorme, mec, c'est complètement énorme. On a le 10e qui a vendu 2200, le 13e qui a vendu 1689 et on en a pas mal qui commencent à vendre. Voilà, 618, etc. Donc il serait pas impossible d'avoir un sell the news justement pour remettre des opportunités sur la table et face fuir les pauvres débutants qui viennent de rentrer et qui n'ont pas toutes les armes en leur possession. Bon, et si on fait rapidement une petite micro-actualité de la journée, on a UBS qui lance un fonds tokenisé et qui place l'Ethereum au cœur de la TradFi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? La tokenisation des actifs réels, autrement dit le narratif du Real World Asset, RWA, prend de plus en plus d'importance. On a la première banque suisse, UBS, qui lance elle aussi son fonds d'actifs tokenisé avec Ethereum. Et ça, c'est plutôt bullish. On a le réseau Injective qui, je te le rappelle, est lui aussi situé dans les RWA, qui est maintenant un petit peu, qui commence à tourner autour de l'intelligence artificielle depuis l'alliance qu'il y a eu avec Asie. Donc malgré que le token soit en train de baisser, Injective commence vraiment à se positionner sur pas mal de secteurs
et ça peut être intéressant à voir. Il faut pas trop qu'ils se perdent non plus, il faut qu'ils montrent leurs preuves vis-à-vis du RWA, mais d'un point de vue de la hype, ça peut être intéressant de surfer sur plusieurs narratifs. Et pour finir, on a un tweet de l'entité Maple Finance que je te présente souvent, qui est une crypto dans le RWA, qui nous dit qu'à l'approche des élections américaines, il y a Side On-Chain qui articule la résilience de Maple dans de multiples scénarios. Et ce qu'ils mettent en évidence, c'est qu'il y aura de plus en plus de bons du trésor américain qui seront tokenisés et qui rentreront dans le on-chain. Si tu veux plus d'informations concernant le RWA, je t'invite à aller voir mes dernières vidéos dans lesquelles je te parle un petit peu de cet écosystème du sentiment et de l'avenir en termes d'investissement. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me laisser un petit like pour me remercier pour mon travail, un petit commentaire pour me donner la force et abonne-toi si t'es pas déjà abonné. Prends soin de toi. Bisous. Ciao, ciao. Bam!